Bonjour à tous, bienvenue dans RBI, notre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. Je suis Alucord, bienvenue après cette petite pause de retour, une petite 2 semaines sans vidéo. On prend des vacances aussi, c'est la saison. On se retrouve avec pas mal d'actualités, un programme assez chargé, toujours des sujets très intéressants à suivre sur le baseball américain, sur le baseball français et le baseball international. On parlera dans un premier temps, on va parler dans la première partie du désastre des super teams cette saison en MLB. C'est un sujet très intéressant que je voulais vraiment aborder avec vous et je pense qu'on va s'amuser à décortiquer un peu tout ça. Un petit point bien évidemment sur la trade deadline aussi, qui s'est terminée hier, qui s'est terminée le 1er août du coup. On va faire une petite preview des playoffs de la D1 française, avec notamment une review aussi du coup de la fin de la saison et des derniers matchs qui ont défini, des 2 dernières journées qui ont défini finalement un peu comment allait se passer cette fin de saison. Et enfin une petite rubrique internationale où on parlera de la KBO et de la NPB comme d'habitude, mais c'est surtout qu'on va faire un petit focus sur Baseball United, la nouvelle ligue de baseball qui vient du Moyen-Orient, avec beaucoup de moyens, qui se déroulera à Dubaï, dont les 2 premières équipes ont été annoncées. Il reste encore 2 équipes à annoncer, mais qui est assez hypante, qui aura lieu en novembre, donc pendant l'off-saison MLB, et on devrait voir, elle a été sponsorisée par pas mal de joueurs, et on verra un peu tout ça, comment ça se passe. Sur ce, n'hésitez pas, bien évidemment, on se rejoindra. Alors, il y aura peut-être quelques problèmes en live. Certains ont vu peut-être cette émission en live le mardi soir, avec beaucoup de problèmes de connexion, parce que ça arrive pas mal en ce moment. Je vais penser passer à l'enregistrement pour l'instant. Je reprendrai les émissions en live simplement quand ma connexion me le permettra. Pour l'instant, on va passer sur un format d'enregistrement simple. Il n'y aura pas forcément donc d'interaction pendant le live. Je m'en excuse, on essaiera de reprendre ça au plus vite. Et sur ce, on va directement partir sur notre premier sujet. On va directement partir sur notre premier sujet. On va parler du désastre des super teams en MLB. En se focalisant vraiment sur 3 équipes. Je me suis pas cassé les pieds, c'est simple, les 3 plus grosses équipes avec le plus gros payroll, donc le plus gros nombre d'argent dépensé en salaire. Les New York Mets, les New York Yankees et les San Diego Padres, qui, avec 340 quand même, on est sur du 345 millions, 278 millions et pratiquement 246 millions de dollars. C'est pas des petites payrolls, surtout les Mets, on le voit. Et ces Mets, on va beaucoup en parler bizarrement. Comme on a vu, la dernière off-saison, c'était tendance vraiment à la dépense, l'arrivée d'Alexander Bogaerts au San Diego Padres pour compléter une équipe qui venait de trade pour Juan Soto, avec un retour de Fernando Tatis, qui a toujours un gros salaire, bien évidemment. Les Yankees qui ont re-signé Judge à un contrat extraordinaire, signé Carlos Rodon, le lanceur des Angels qu'ils ont signé. Les Mets qui ramènent ne serait-ce que tout simplement le Cy Young, le vainqueur du Cy Young de l'année dernière en American League, c'est-à-dire Justin Verlander, certes pas tout jeune, mais sur un gros contrat. Il y a eu grosse dépenses. Résultat, comme vous le voyez affiché à l'écran, les Mets sont 4e de leur division sur 5 avec 50 victoires, 55 défaites. Les Yankees sont derniers de leur division avec 55 victoires, 50 défaites. Et les San Diego Padres sont avant-derniers de leur division avec 52 victoires, 54 défaites. Comment dire, c'est un naufrage en règle. Tout simplement, ils ont potentiellement, ils ont été un peu tous vendeurs, même si les Yankees et les Padres sont restés assez discrets, on va dire, sur ce marché des transferts, mais les Mets ont été vendeurs, on verra les transferts qu'ils ont pu placer, et il y a eu des gros départs quand même de leur part, des départs importants, qui sont vraiment en phase de rebuild. Ils vont devoir reconstruire leur équipe, et cette fois-ci, ils vont peut-être devoir faire attention. On va un peu voir pourquoi ces équipes ne marchent pas. Ça semble important, et on va commencer tout de suite par les San Diego Padres, pour expliquer un peu le naufrage. C'est simple, vous le voyez, il n'y a pas un frappeur au-dessus de 300 d'average. Voilà, à partir de ce moment-là, c'est très compliqué. Quand ton meilleur frappeur, c'est Ha-Seong Kim, en termes d'average, il y a peut-être un problème. J'adore le joueur,
C'est tout un excellent joueur, un excellent deuxième base, très très bon joueur, et ça, il n'y a pas à dire. Mais quand dans ton équipe, tu as Juan Soto, je pense que je fais pas de dessin, Xander Bogaerts, Manny Machado, Fernando Tatis, même si Fernando Tatis revient de blessure, et encore, je trouve qu'il fait du très bon travail pour un mec qui retourne de blessure, bah tu t'attends pas à ce que ton meilleur frappeur, ça soit le petit coréen deuxième base soit le petit deuxième base coréen qui, bon, montre des promesses, mais est pas forcément destiné à devenir une superstar. On le voit, hein, ces stats de 279, c'est pas mal, mais c'est pas des stats de superstar, si on veut. Même si le pitching est correct, en vrai, leur pitching est correct. C'est solide dans l'ensemble. Ils ont du très bons joueurs, hein, du Blake Snell, du Musgrove. À part Yu Darvish qui est vraiment en grande difficulté cette saison, en vrai, en termes de pitching, ils n'ont pas trop de besoin. Hein. Ils ont toujours Josh Hader, etc., qui fait du très bon travail à la relève. Le problème, vraiment, il est offensif. Hein. Il y a vraiment un gros problème du côté offensif des San Diego Padres, et c'est d'autant plus étonnant qu'on voit clairement, hein, cette équipe est censée être une équipe qui offensivement démonte tout le monde. Alors, ils n'ont pas vendu, comme on l'a dit à la trade deadline. On verra s'ils partent l'année prochaine avec les mêmes bases et qu'avec des joueurs qui peut-être auront bien travaillé pendant l'off-saison et vont tout péter. Et s'ils commencent à tout péter l'année prochaine, cette équipe va faire peur. Va faire très très peur parce que on voit, hein, le star power est présent, les battes vont pouvoir s'activer facilement. Donc on va voir. Mais pour l'instant, il faut dire que cette saison est catastrophique pour les Padres qui n'assurent pas les playoffs. Franchement, je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Et ne sont pas tout simplement pas au niveau. On va s'attaquer au plus chaotique, au plus mauvais des trois, hein, clairement. C'est des New York Mets, hein, tout simplement. C'est simple, je pense qu'à mes yeux, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va aux Mets. Ils dépensent de l'argent, des thunes, il n'y a rien qui va. Offensivement, pas un seul au-dessus de 275 d'average. Tout simplement, hein. Pas un seul frappeur au-dessus de 800 d'OPS. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, leur batte ne s'active pas. Et pourtant, ils ont du beau monde. Lindor qui est pas mauvais, Nimo très très bon, Kana très très bon, Tommy Pham qui a été une belle révélation cette année, Alvarez leur rookie qui vraiment taffe bien, Pete Alonso bien évidemment, Starling Marte qui est très solide, mais ça ne marche pas. Il n'y en a aucun qui sort du lot, il n'y en a aucun qui vient frapper vraiment régulièrement et vient passer au-dessus de ses 300 d'average et devient un contender solide, quoi. Pete Alonso met peut-être des home runs, mais enfin il a 218 d'average, c'est peu. C'est pas ce qu'on peut attendre. C'est pas ce qu'on peut attendre vraiment d'une équipe qui a tant dépensé en termes d'argent en fait sur leurs joueurs. Et on pourrait dire que leur pitching va mieux. Même pas, leur rotation est catastrophique. Leur rotation est vraiment catastrophique et ça faut le dire. Hein. Pas un lanceur en dessous de 3 DERA, ça arrive. 3 des 5 lanceurs au-dessus de 4 DERA, donc ça va vraiment de panique. Même si bon, il y a eu des transferts, on verra que ça va un peu changer sans doute. On nous promettait la rotation exceptionnelle. Enfin, vous l'avez vu, hein, vous voyez sur le graphique. Hein. On passe d'une très bonne rotation. Hein. De Grom, Scherzer, Bassitt, Walker, Carrasco, c'était solide. Carrasco, c'était un joueur qui était très solide. Bassitt, c'était classique. Ça donnait les innings. Walker, pareil. Scherzer et De Grom, c'était censé être les vrais leaders. T'arrives avec Verlander qui remplace De Grom. Donc un Cy Young. C'est du très très haut level. Scherzer, toujours aussi solide. La pépite Kodai Senga, qui était censé être monstrueux. Carlos Quintana, pareil. Très solide aussi. Et Carrasco, on l'avait dit, hein, qui reste un lanceur de qualité. Résultat, on nous promettait le prodige Senga. Ok, c'est pas mauvais, c'est décent. Ce qu'il fait, 3,27 d'ERA, c'est correct. Il fait le travail, il fait ce qu'il lui est demandé de faire, c'est plutôt bien. Mais quand tu regardes Max Scherzer, 42 ans, 4,20 d'ERA, catastrophique. Verlander, décevant, 3,47 d'ERA. Tu t'attends avec lui à avoir moins de 3 d'ERA. Enfin, c'est Justin Verlander, c'est le Cy Young de l'année dernière, quoi. Tu t'attends pas à un mec à 3,47 d'ERA classique, qui est décent mais sans plus, quoi. Et que tu regardes, oui, Quintana et Carrasco qui sont au fond après à plus de 4 d'ERA aussi. C'est impossible d'avoir des grosses ambitions quand ton attaque et ta défense sont aussi instables et sont aussi mauvais tout simplement. Hein. C'est un très mauvais scouting cette année de la part des Mets. Et en même temps, hein, peut-être que miser sur des vieux de plus de 40 ans, c'est pas forcément la solution si tu veux améliorer ton équipe. Clairement, c'était
peut-être pas la solution, on verra, on verra dans le futur. Est-ce qu'ils vont réussir un rebuild correct et reconstruire une équipe solide avec des jeunes joueurs et un vrai player développement, pas comme ces dernières années. Allez, enfin, le moins pire des trois, les New York Yankees. Alors, moins pire des trois, c'est le seul qui est dernier de sa conférence, mais bon, c'est le seul aussi qui est en positif en termes de victoire. Faut dire que cette équipe, en fait, c'est sans Aaron Judge, n'existe pas, en fait. Il joue mal, tout simplement. Aaron Judge descend, comme d'habitude, sur la comment dire, lancée de ce qu'il a fait l'année dernière. Mais voilà, il s'est blessé et depuis, c'est le vide intersidéral. Il n'y a rien qui va. Pareil, signer un Carlos Rodon, et si on prend leur off-season de l'année dernière, signer Carlos Rodon, alors ouais, c'était un bon pitcher, mais sauf qu'on sait aussi qu'il est connu pour avoir des blessures, et ça continue, il a des blessures, et quand t'as un joueur qui est aussi prompt aux blessures, peut-être que le signer sur 6 ans à 27 millions d'euros, 27 millions de dollars l'année, c'est étrangement, pas une bonne idée en fait, tout simplement. Sans compter qu'en plus, la malchance s'est jouée des Yankees, blessure à l'appel, des jeunes super hypés, Anthony Volpe, Osvaldo Cabrera, etc., qui sont pas forcément au niveau de la hype qu'on a mis en eux. Alors ça c'est très Yankees de mettre de la hype sur des joueurs et qu'au final ils rentrent pas, c'est assez classique, c'est la cote des grosses équipes. Et quand tu regardes le reste de la rotation, c'est un peu sur le côté offensif, mais si tu regardes le reste de la rotation, bon, on a dit Rodon blessé, Gerrit Cole joue excellemment bien, peut-être la meilleure année de sa carrière, vraiment très solide, mais à part lui, et si on compte, le miracle Domingo Germán, qui a réussi à lancer cette perfect game, bon, on va pas se le cacher, face à une équipe qui est plus proche d'un niveau AAA qu'un niveau MLB, quand on regarde le reste de son année, Domingo Germán, c'est 4,52 d'ERA, c'est médiocre, c'est médiocre. Et oui, ouais, il a eu une grosse game, une perfect game face aux Athletics, les Oakland Athletics. Voilà, ça se résume en eux-mêmes. Leur nom le nom est synonyme de lose, tout simplement. Et forcément, en fait, c'est une équipe qui est médiocre au bâton parce que ils ont pas Aaron Judge, médiocre au pitching parce que à part Gerrit Cole, ils ont personne. C'est une équipe, c'est des one player army et ça ne peut pas marcher dans cette MLB, et c'est pour ça qu'ils ne seront pas en playoff et que c'est une année catastrophique pour les Yankees. Ça devait faire très longtemps qu'ils n'étaient pas allés en playoff d'ailleurs. Donc voilà, on a vu ces trois-là. On voit donc, l'argent, pour gagner, ça ne marche pas toujours. Pour gagner les World Series, ça suffit pas. Ça suffit pas de mettre masse de thunes et rien faire à côté. Quand on regarde aujourd'hui les contenders sérieux que tu peux avoir, c'est des équipes qui sont créées, qui sont construites intelligemment, avec du vrai player development. En fait, ils développent leurs joueurs aussi, ils accompagnent avec des pièces rajoutées. La free agency, c'est censé rajouter des pièces, combler des trous, etc. dans le développement, pas juste s'acheter des stars et essayer de gagner. Et quand on regarde ces équipes, c'est le meilleur exemple, c'est les Baltimore Orioles qui dominent un peu la ligue cette saison. Que des jeunes joueurs. Les Astros ont vraiment développé leur équipe à l'époque et ont continué à rester au niveau en fait ajoutant des pièces à porter, etc. pour compléter les trous qui peuvent être laissés par les départs. Et en fait, t'as du player development, mais t'as du player development et surtout t'as du team development. C'est la même chose pour les Tampa Bay Rays, c'est la même chose pour les Atlanta Braves, les Toronto Blue Jays et les Arizona Diamondbacks. C'est des équipes qui ont été créées et après tu rajoutes des petites pièces autour pour consolider l'équipe et la rendre soit meilleure, soit garder son niveau en fait. Et ça, c'est ce que ces trois équipes, je pense, n'ont pas compris. Elles ont tout mis dans des free agents, dans de l'argent, et au final, on voit que ça marche tout simplement pas. Allez, petit tour autour des transferts. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif des transferts intéressants qu'on a pu avoir à la trade deadline avant ce 1er août. Avec Lucas Giolito des White Sox qui est parti aux Angels. Les Angels ont fait une grosse... n'ont pas vendu Ohtani, du coup. Les Angels n'ont pas vendu Ohtani. C'était la grande discussion et on en reparlera dans le débat de cette semaine. Mais ils ont fait une grosse trade deadline en allant chercher Lucas Giolito, le lanceur des White Sox, toujours très solide, mais en allant aussi chercher des bats, de la batte un peu pour consolider cette attaque, avec le première base des Rockies, CJ Cron, et son coéquipier en outfield, Grandal Grichuk. Grichuk, ça va plus être un joueur qui va sans doute être dans le remplaçant un peu de rotation pour pouvoir laisser souffler les titulaires, mais c'est une batte qui est comment dire, qui est très...
Sûr, c'est une batte, on sait qu'elle va nous donner quelque chose de temps en temps, quoi. On sait que ça va pas être un joueur, un star player, mais que ça va être une batte intéressante et régulière surtout. CJ Cron, c'est vraiment un excellent première base, une super batte aussi. C'est une très bonne acquisition. Les Angels ont fait un super trade deadline. Maintenant, est-ce qu'en ne tradant pas chez Otani, ils ont peut-être un peu screw up leur futur, on verra. Est-ce que ça sera suffisant pour aller viser une World Series? On verra aussi. L'autre équipe qui a fait une grosse off-season, c'est les Dodgers. Hein, les deux équipes de Los Angeles ont été très actives sur le marché, où ils viennent récupérer Kike Hernandez, le shortstop ou le deuxième base, je sais plus, qui joue aux Red Sox. Ils viennent le chercher et ils viennent aussi récupérer aux Guardians Amed Rosario, le troisième base. Le troisième base des Guardians. C'est plutôt intéressant. Et pour consolider le pitching dont ils avaient vraiment besoin aussi, ils vont chercher Lance Lynn aux White Sox. Lance Lynn, c'est un bon lanceur, c'est pas un lanceur star, mais ça va leur permettre de consolider leur rotation avec un lanceur d'expérience qui est pas extraordinaire, mais qui va te donner les innings dont tu as besoin et se limiter à pas trop de run prix. Ils ont acheté une bonne expérience là, je pense. Bon, on fait un petit tour des derniers trades avec. On a entendu, hein, les Mets se sont fait dévaliser. Du coup, Mark Canha est parti aux Milwaukee Brewers. David Robertson, leur closer, qui a joué excellemment bien cette année pour remplacer Edwin Diaz, par Miami Marlins. Et bien évidemment, le gros transfert un peu de cette deadline, Max Scherzer est transféré au Texas Rangers pour rejoindre son pote Jacob deGrom, qui a quitté l'année dernière. Bon, ce qu'on verra, il a 42 ans, il fait pas une année formidable. Est-ce que s'il va réussir à redresser la barre pour une équipe des Rangers qui est ambitieuse, qui vise clairement de très loin les playoffs et pourquoi pas la World Series? C'est peut-être leur année aux Rangers, on va voir s'ils vont pouvoir réussir à développer ça comme il faut. Quelques petits transferts aussi comme ça. Jordan Hicks, le closer des Cardinals, va finir au Toronto Blue Jays, hein, de quoi envoyer 105 miles par heure tranquillement. Et Reimer Candelario, le jeune joueur des Nationals, va partir au Chicago Cubs pour considérer un peu cette équipe. Enfin, le dernier transfert qui vraiment, je pense, est le transfert le plus intéressant à mes yeux de cette trade deadline, c'est Aaron Civale, le lanceur des Guardians, qui finit au Tampa Bay Rays pour finaliser un peu cette rotation. On sait que les Rays avaient une grosse rotation, des trois gros lanceurs en rotation que sont Glasnow, Rasmussen et Shane McClanahan, avec un jeune rookie dont je ne me souviens plus du nom, et surtout maintenant ils vont pouvoir compléter cette rotation avec un cinquième joueur très solide, à moins de 3 d'ERA, Aaron Civale des Guardians. C'est très solide, c'est un starter extrêmement bon, et pour moi les Tampa Bay Rays, cette rotation fait très peur et leur pitching est très très bon, et on verra bien comment ça va continuer de se développer. C'est une équipe qui fait peur, une équipe qui est très complète, et c'était une trade deadline très intelligente de leur part, où ils n'ont pas beaucoup dépensé, mais dépensé intelligemment. Allez, on passe au moment un peu sympa de la vidéo, on va parler de la D1 française, on va parler enfin de la fin de saison du championnat de France de la première division française. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé sur ces 2 dernières journées, avec du coup des confirmations, des rebondissements, un petit changement au classement qui n'était pas attendu et qui était dû à la malchance, et on verra. Et je vais vous expliquer tout ça. Sans suspense, je vous donne le classement final de ces 2 poules, avec les Cougars de Montigny qui finissent premiers en poule A devant le Stade Toulousain. Les 2 équipes sont donc qualifiées en play-off. Les Montpellier Barracuda et les Sénart Templiers sont qualifiés en play-off dans le classement de la poule B. On va passer à la poule B d'entrée. Montpellier confirmé sa première place comme prévu face à Nice. Facile 2-0. Nice n'aura pas gagné n'aura pas gagné un match de la saison du coup. Ça c'est le côté un peu dommage. Et surtout le match qui était très important, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, ce match c'était il y a la semaine dernière. C'était Sénart contre Savigny. Sénart a sweep Savigny grâce à des très bonnes performances, un pitching dominant de la part de, je crois que c'est Viartvili ou quelque chose comme ça, un lanceur géorgien. Qui s'était fait relever par un de leurs lanceurs japonais, et dans la deuxième game, une très bonne performance de la part de Tanguy Meurant pour valider le sweep et du coup valider la place en playoff de Sénart. Et c'est d'autant plus dur que les Lions vont aller en play-down et les Templiers vont aller en play-off du coup, mais que les Lions en fait ont sweep les Montpellier Barracuda, qui avait fait tourner notamment avec pas mal de jeunes joueurs la semaine d'après, et que s'ils gagnaient ne serait-ce qu'une game, les Lions passaient devant et c'était eux qui étaient en play-off. Donc grosse déception de la part des Lions, je pense, et je trouve ça un peu dommage pour
forcément un club qui me tient particulièrement à cœur. Mais c'est pas grave, ils vont jouer les playdowns. Ils joueront les playdowns face à La Rochelle, le 4ème du groupe A. Avec si une 4 victoires, un maintien. Je vous expliquerai le principe des playdowns après. Mais on va surtout passer à la poule A avec le fin de saison. Le Stade Toulousain qui a assuré ses playoffs face à La Rochelle. Ouais, j'avais marqué qu'il s'était assuré sa première place face à La Rochelle, mais même pas en fait. Parce que il s'est passé un petit problème en fait. La lutte pour la deuxième place aussi a joué avec notamment Rouen qui en fait s'abordent eux-mêmes, ils ont partagé face au PUC. T'as perdu une game face au PUC qui est dernier de ta poule. Bon bah alors que t'es prétendant en playoff, c'est éliminatoire et oui, Rouen s'était éliminé comme ça des playoffs, validant donc la qualification de Montigny et Stade Toulousain. Le dernier rebondissement, il a eu lieu dans la dernière journée qui s'est passée ce week-end. Du coup, le Stade Toulousain se déplaçait à Rouen pour un peu un match pour du beurre, mais le problème c'est que le Stade Toulousain s'est retrouvé bloqué dans les embouteillages. Et a dû perdre le premier match sur tapis vert et a perdu le deuxième match face à Rouen parce qu'ils sont arrivés un peu dans pas forcément les meilleures conditions. C'est dommage et du coup ça permet à Montigny de s'emparer de la première place à la surprise générale. Bon, Rouen, on l'a dit, ils sont sabordés tout simplement face au PUC. Perdre une game face au PUC quand t'es Rouen, c'est dur, c'est une saison catastrophique pour eux, il va falloir qu'ils se reprennent très, très rapidement. Et ouais, voilà. Rouen va aller en playdown, jouera Metz, avec, s'ils battent Metz, la possibilité de se maintenir. Je pense que Rouen va se maintenir sans aucun problème. Je vais vous expliquer un peu le playdown. Oui, mais du coup, à la fin de cette phase, on sait que donc les deux dernières équipes, Paris et Nice, sont reléguées en deuxième division, vu que l'année prochaine, cette ligue passera à 8 équipes, et contrairement aux 10 actuelles. La dernière phase de playdown, va se passer de la manière suivante. Donc, on a dit Rouen va affronter Metz, donc le troisième affronte le quatrième. Troisième d'une poule affronte le quatrième de l'autre poule. Les gagnants se maintiennent, les perdants vont se réaffronter entre eux. Le gagnant de cet affrontement gagne. Et le perdant sera reversé dans un match de relégation face au premier de deuxième division. Pour savoir, donc il y a potentiellement 3 équipes qui vont partir de première division l'année prochaine. On verra un peu ce que ça va se faire à la fin avec les playoffs. Et justement, parlons des playoffs, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse aussi. Hein. C'est le titre. Hein. Rouen ne défendra pas son titre, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu d'ailleurs ce titre. Et ça fait très longtemps simplement qu'ils ne sont pas allés en playoffs. Une belle demi-finale, Sénart, Montigny, Montpellier-Toulouse, 2 derbies, un peu en soi. Bon, Montpellier-Toulouse c'est un peu plus loin, mais Montigny-Sénart c'est un duel francilien. Et Montpellier-Toulouse, je suis beaucoup plus hypé par Montpellier-Toulouse, pour être honnête. Je vais être très honnête, hein, je pense que le vainqueur de ce match gagnera la finale. Ces matchs seront les week-ends 19-20 août et du 2-3 septembre. Pour définir du coup en BO3, qui ira jouer la finale en BO5. Personnellement, le premier match, Montigny-Sénart, je pense pas que Sénart va tenir Montigny. Montigny joue très bien, joué solide toute la saison. Ils sont vainqueurs du Challenge de France, hein, faut pas l'oublier. Le premier match aura lieu à Sénart, les 2 matchs suivants auront lieu à Montigny, mais je pense que Sénart est capable de tenir un peu Montigny je pense que Montigny va 2-0, tout simplement Sénart. Facile et vont aller tranquillement en finale. On verra. J'espère pouvoir. Je vous expliquerai après le projet, mais on espère pouvoir vous montrer ça un peu sur la chaîne. L'autre match, Montpellier-Toulouse, je pense que ça va être très serré. Pour moi, c'est les 2 meilleures équipes de la saison actuellement. Toulouse n'a pas réussi à prendre sur la première place sur une erreur, c'est dommage. Je vois bien Montpellier pour moi battre Toulouse 2-1. Faut savoir que donc Montpellier va jouer 2 matchs à domicile et Toulouse va jouer un match chez eux. Je vois Montpellier s'imposer 2-1 et passer en finale. Et pour moi, Montpellier va battre Montigny en finale. Mais ça, on fera une preview de la finale plus tard. Pour moi, Montpellier sont les grands favoris et je les vois pas perdre en fait cette D1. Je trouve qu'ils sont vraiment dominants cette année. Et un peu déçu pour Toulouse, qui aurait pu avoir un tirage plus facile. Mais on verra, hein, peut-être qu'ils sont capables de faire l'upset. Je pense que c'est l'équipe qui est vraiment capable de faire cet upset. Et j'aimerais bien pouvoir vous montrer des matchs. Je vais essayer de rentrer en contact avec les clubs, etc. Pour récupérer les droits de diffusion et de commentary en fait. J'aimerais pouvoir vous commenter les matchs en direct sur la chaîne Twitch. Créer un peu de hype sur tout ça, donner aussi mon analyse, etc.
et créer un peu de contenu autour de ces playoffs. Peut-être que je me déplacerai sur place. Ce sera peut-être pas de match en direct pour les matchs de Sénart, le premier match Montigny-Sénart qui aura lieu du coup à Sénart. Je me déplacerai sans doute là-bas, donc il y aura pas de commentaires en direct ou quoi que ce soit, mais je pourrais vous faire un retour en ayant vu les matchs tout simplement. Donc ça sera très sympa. Voilà. Pas tellement de choses à dire. Je suis vraiment pressé de ces playoffs et j'espère que les playoffs vont être aussi palpitants que la saison régulière l'a été. Allez, on passe à la rubrique internationale qui sera assez courte hein, cette fois-ci. Un petit point sur la KBO et la NPB, pas grand chose à changer. Le seul point en KBO à noter, c'est la montée des Wiz hein, qui est sur 8 victoires de défaite. Échangent leur place avec les Lotte Giants qui finissent en 3-7 et passent à la 5ème place au lieu de la 7ème place de la semaine dernière. Sinon, le reste n'a pas trop changé. Les classements sont restés les mêmes. Pareil en NPB, hein, les Yokohama Baystar reviennent, l'équipe de Trevor Bauer reviennent en position qualificative pour les playoffs. Mais les Hanshin Tigers dominent toujours leur division centrale. Les Dorix Buffaloes dominent toujours la division Pacifique, suivis de près par les Chiba Lotte Marines et les Fukuoka Hawks. Pour l'instant, les choses changent pas. On s'approche doucement. Voilà, la saison continue. On va aller doucement vers les playoffs. Et on verra bien. C'est à ce moment-là que ça risque de se vraiment se battre et ça risque d'avoir des bons moments. Mais vraiment le truc que je voulais montrer, surligner dans cette rubrique internationale, c'était le Baseball United, un projet qui a été annoncé il y a quelques mois par je crois, un fonds d'investissement à Dubaï. C'est une ligue qui aura lieu en novembre à Dubaï. Le principe de ligue, la première édition aura que 4 équipes franchisées et des équipes nationales, des petites équipes nationales à Bangladesh, Pakistan, etc. C'est plus pour les mettre en avant, j'imagine, mettre en avant ces pays-là. Mais le but de Baseball United, c'est de créer une ligue de baseball pour le subcontinent indien et le Moyen-Orient. Et comme on le voit, hein, les premières équipes, les Mumbai Cobras en Inde à Bombay, les Karachi Monarchs au Pakistan. Karachi Monarchs, j'aime beaucoup leurs maillots et leur logo. Je trouve vraiment que c'est une équipe qui a un super branding. Il reste 2 équipes à annoncer, sans doute une équipe à Dubaï, je pense, qui va être dans les derniers. Et peut-être une autre équipe, on verra, je sais pas trop. Et la première édition sera un peu plus tranquille et je pense qu'il y aura de plus en plus de franchises d'année en année. Et c'est vraiment une ligue qui a l'air intéressante. C'est une ligue qui a été... Bon, ils ont de l'argent tout simplement. Hein. On va pas se cacher. Hein. Simplement, dans le golf, il y a de l'argent. Et ils peuvent se permettre, voilà, hein, la draft, il y a une draft qui a été annoncée de joueurs qui est annoncé par ne serait rien d'autre que le jeune retraité Albert Pujols, un peu Hall of Famer hein, quand même, un peu futur Hall of Famer. Ne serait-ce que ça, il y a des gros noms aussi qui ont été annoncés comme manager général de certaines équipes. Et ça aurait une équipe qui a de l'argent et du coup on va peut-être avoir une mise en avant un peu du Moyen-Orient dans cette région. Pourquoi pas, ils vont peut-être aller chercher, voilà, sans doute dans anciens joueurs MLB, peut-être des bons joueurs européens, hein, pourquoi pas, hein, c'est des ligues hivernales, hein, ils peuvent se le permettre pour leur donner un peu d'expérience, ce serait vraiment cool, et je suis vraiment pressé, j'aimerais bien voir un peu à quoi ça va donner, si je peux obtenir les droits de diffusion pour la France, du Baseball United, je le ferai avec grand plaisir, pour qu'on puisse couvrir tout ça ensemble, et vraiment, je suis pressé de pouvoir continuer de vous couvrir tout ça dans le futur. Allez, on passe à notre débat de cette vidéo. N'hésitez pas du coup, hein, les débats, à répondre en commentaire votre avis, etc. Je les prends bien évidemment en compte et on pourra continuer de débattre soit dans les commentaires, soit pourquoi pas dans la prochaine vidéo. Hein. Dans la prochaine vidéo ou dans le prochain live, moi je suis prêt à ouvrir les débats et à ce qu'on en parle, c'est toujours très intéressant. La question du jour, c'est: est-ce que les Los Angeles Angels ont fait une erreur en refusant de trade Shohei Ohtani? Voilà, hein, on sait, hein, la blessure de Mike Trout. Est-ce que les Angels ont toujours des chances de playoff avec une équipe sans Mike Trout et avec cette équipe-là? Est-ce qu'ils sont favoris pour gagner une World Series? Parce que c'est un peu la seule chose qui vaudrait le coup. On sait qu'un Shohei Ohtani peut partir libre. Et est-ce qu'ils n'auraient pas pu recevoir d'ailleurs un bon package de la part d'une équipe pour pouvoir assurer cela? Tout ça, je pense que c'est des questions qui peuvent être intéressantes à répondre, ne serait-ce que pour vous. Et n'hésitez pas du coup à répondre en commentaire pour lancer un peu de débat là-dessus. C'est toujours très intéressant de savoir vos retours et de connaître votre opinion aussi. Une opinion un peu différente de la mienne.
Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. C'était Alucorde. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez avoir les notifications, mettez la cloche. Mais de toute façon, vous savez que la vidéo sera toujours tous les mercredis. Vous n'êtes donc pas obligé de mettre cette cloche. Vous savez que les vidéos sont toujours les mercredis, selon les horaires, de préférence à 18h, si j'ai pas de problème de record comme aujourd'hui. N'hésitez pas, pourquoi pas, à nous suivre sur la chaîne Twitch aussi, Alucorde7. Où on va faire des trucs un peu plus casus, et des fois, et donc quand on pourra retourner faire cette émission en live, vous pourrez donc réagir en direct et me poser des questions sur le sujet, et me donner aussi votre point de vue, qui est toujours très intéressant. N'hésitez pas à lâcher un like, c'est toujours agréable pour si ça vous a plu, pour le référencement, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous remercie. Au revoir.